Bonjour à tous et à toutes. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Vous êtes bien installés? Là, on sort juste de table, au moins pour moi, démarrer un petit peu tranquille, un petit peu doucement. Donc je me nomme Émeric Lyotard et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence sur la programmation neurolinguistique ou comment devenir une meilleure version de vous-même. Alors, c'est pour mes qualités. On n'entend pas bien fort. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok. Je vais garder très proche de moi. Très bien. Donc c'est en mes qualités de maître praticien, de formateur, de maître coach, en programmation neurolinguistique, timeline thérapie, hypnothérapie, qu'aujourd'hui je viens vous proposer cette conférence. Alors, la programmation neurolinguistique, qu'est-ce que c'est? Ça est parti trop vite. Cela dit, c'est avant tout une discipline dite de procédé. C'est une discipline de développement personnel et par procédé, ce que je veux dire, c'est qu'on s'intéresse un petit peu plus au comment, au pourquoi. Comment pensons-nous plutôt que pourquoi faisons-nous ce que nous faisons. Comment résoudre un problème plutôt que pourquoi est-il ici. Comment penser plutôt que quoi penser. Et c'est dans cette qualité de discipline de procédé que la programmation neurolinguistique est une discipline extrêmement ouverte. Elle s'accorde avec beaucoup d'autres. Et depuis sa création dans les années 70, elle n'a cessé d'enrichir, de revisiter, de retravailler bon nombre de disciplines à travers le management, la communication, la vente, la thérapie, le marketing, la politique, l'éducation. Et elle s'applique aussi et avant tout à la vie de tous les jours. Car tout est communication. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la règle d'or de la communication? Écoute. Oui. La règle d'or, c'est qu'il vous est impossible de ne pas communiquer. C'est-à-dire que si là je vous regarde et que je suis pas en train de parler, en revanche je vous communique quelque chose. Si en revanche vous me cachez derrière le vélo, je suis également en train de vous communiquer quelque chose. Aussi, tout est communication. C'est à quoi la programmation neurolinguistique peut s'appliquer à tous les domaines. Très bien, donc. Donc, je vais vous parler un petit peu sommairement de l'histoire de la programmation neurolinguistique. Aussi, elle a vu le jour dans les années 70 aux États-Unis. Nous sommes dans les années post-guerre du Vietnam. Il existe une certaine effervescence aux États-Unis, dans le milieu de la thérapie notamment, et on commence à parler de cette idée de pouvoir personnel. C'est-à-dire que nous ne nous soumettons plus aux affres, nous sommes plus impuissants quant à notre passé, mais nous sommes acteurs de nos propres vies. Alors, un certain nombre de courants ont vu le jour, et notamment en Californie, une certaine effervescence dans les thérapies alternatives voit le jour. Et c'est ainsi qu'un professeur de mathématiques, d'informatique et aussi des thérapeutes du Gestalt, à savoir Richard Bandler, rencontre un professeur de linguistique, John Grinder, ainsi qu'un troisième luron qui a été écarté de l'histoire pour des raisons un petit peu vaseuses. Quoi qu'il en soit, ces deux personnages commencent à remettre en question un petit peu l'approche de la psychologie occidentale que l'on connaît un petit peu, qui a été développée avant tout sur des personnes ayant des problèmes. Sur des personnes, la psychanalyse notamment, a été développée
à partir de femmes que l'on considérait comme hystériques. Aussi, plutôt que s'intéresser aux êtres humains qui pouvaient avoir des difficultés et comment les surmonter, on s'intéressait plutôt à des personnes qui étaient extrêmement douées dans leur domaine. Et par quel procédé elles y arrivaient. À vos souhaits. Donc, en 1975, Richard Bandler et John Grinder écrivèrent un premier livre qui traduisait et codait un petit peu le fruit de leur expérience. Alors, la manière dont ils ont procédé, c'est simplement, ils ont pris tout d'abord un thérapeute du Gestalt, Fritz Perls, qui était également un survivant de l'Holocauste, et ils essayaient de comprendre pourquoi ces personnes étaient aussi douées. Douées. Excusez-moi. Alors, ne sachant pas par quel bout le prendre, ils ont commencé à mimétiser chacun des aspects de leur personnalité. Ils ont commencé John Grinder notamment, a commencé à parler avec un accent allemand, il a commencé à fumer, il a commencé aussi à se laisser pousser les cheveux et la barbe. Il n'a rien à voir avec moi. D'accord ? Et au point que les proches de Fritz Perls l'appelaient Richard Fritz. Et petit à petit, il n'était pas un bon thérapeute parce qu'il fumait, parce qu'il parlait avec un accent allemand, mais d'accord. Petit à petit, ils retirèrent tout ce qui leur semblait idiosacratique pour conserver l'essence de leur excellence. Progressivement, ils codèrent un petit peu les personnes, les procédés que les personnes, ces modèles d'excellence qu'ils analysèrent et écrivirent un certain nombre de recueils qui créèrent donc les fondations de ce que sont la PNL. Le premier, La structure de la magie, sorti en 1975, et au gré de deux fondateurs sont toujours en vie. L'un opère à Londres, le deuxième n'enseigne plus qu'à l'inconscient, par contre métaphore, une histoire, c'est un peu étrange, mais quoi qu'il en soit, voilà. Parmi les différentes personnes qui ont inspiré leur œuvre, on retrouve Pavlov notamment avec la psychologie comportementale, William James, qui est le père de la psychologie à l'américaine, premier fondateur de la première université des États-Unis de psychologie, et qui d'ailleurs pensait un petit peu comme nos deux compères et s'intéressait davantage au comportement de personnes bonnes et excellentes dans leur domaine plutôt que de personnes ayant des problèmes et à soigner. Virginia Satir aussi a été une très grosse contribution au travail de John Grinder et Charles Bandler. Et elle était une thérapeute familiale, elle obtenait des résultats absolument fantastiques en étant la plus spécifique possible. Et ça nous y reviendra. Et bien sûr, nous avons Milton Erickson, hypnothérapeute. En règle générale, en France, quand on vous parle d'hypnothérapie, la phrase qui suit « Ah oui, l'hypnose à l'ericksonienne !» C'est Milton Erickson là. Donc, parmi tous les codes, alors certaines sont des techniques, d'autres sont simplement une autre façon d'approcher, de réfléchir, d'approcher la linguistique, le but qu'elle véhicule. Et parmi tout cela, certaines idéologies, une certaine philosophie de vie en découlèrent. Aussi, est-ce que vous désirez connaître le secret qui vous permette d'obtenir dans votre vie plus de ce que vous voulez et moins de ce que vous ne voulez pas? Oui. Alors, si vous voulez, je vous la fais à l'américaine. Plus de ce que vous voulez. Merci. Alors, bon, effectivement, je vous fais grâce de la définition de Bandler à travers sa propre définition de la PNL. C'est une attitude et une méthodologie qui laisse dans son sillage une très belle technique. Merci Richard, c'est pas très clair. Au final, la PNL, c'est comprendre et parler le langage de l'esprit afin d'obtenir le résultat que l'on souhaite. Vous faites monter le suspense, la voici.
c'est supérieur à E. Cause supérieure à effet. Alors on ne le voit pas beaucoup, mais je me demandais, tout hasard, l'un de vous est responsable du soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir? Non, la Terre qui tourne, hein, comme il pourrait faire. Bon, c'est dommage. Dommage, j'aime beaucoup ce que vous faites. Donc dans tous les cas, cause supérieure à effet. Alors, il y a un procédé qui est humain, qui est tout à fait naturel, et rassurez-vous, on le fait tous, vous, moi, il n'y a aucun problème. Nous avons une tendance à chercher des excuses au domaine de nos vies qui ne marchent pas comme on le voudrait. Nous avons tendance à trouver des raisons pour lesquelles nous n'avons pas réussi, nous avons une tendance à trouver des justifications, et encore une fois, il n'y a aucun problème, c'est humain, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous nous plaçons dans ce cas-là du côté de l'effet. Et certes, je pense que la plupart d'entre vous pourront reconnaître des phrases telles que « Ah, si mon patron était pas jaloux de mon talent, alors là, il m'aurait donné ma promotion. Si j'avais de l'argent, j'aurais pu faire ceci. Si mon voisin n'arrêtait pas de se garer dans ma propriété. Si les périphériques n'étaient pas embourbés, je serais arrivé à l'heure. » Ce sont des excuses, des justifications. En vérité, ce que l'on fait dans ces moments-là, on se déresponsabilise. Et encore une fois, le souci, c'est le souci, c'est que lorsque l'on fait ceci, on perd notre pouvoir de pouvoir changer les choses. Car si c'est pas de notre faute, c'est comme le soleil qui se lève le matin et qui se couche le soir. On n'y peut absolument rien. Notre travail, lorsque nous travaillons avec des personnes qui nous rencontrent dans un cadre thérapeutique, dans un cadre de coaching, notre travail, c'est de les encourager à prendre le maximum de responsabilités dans leur vie, car c'est de cette manière qu'ils peuvent changer ce qui les a poussés, dans un premier lieu, à nous contacter. Alors, je vous l'accorde, c'est une belle idée, c'est un joli graphique. Pas tellement, mais c'est un joli graphique. C'est une belle idée. Alors, en règle générale, je le précise toujours lors de ma première séance, voilà, et en règle générale, j'ai toujours cette réaction de dire oui, c'est vrai, prendre des responsabilités dans ma vie, je le fais beaucoup. Et puis vient le. Alors, en étant tout à fait honnête, c'est vrai que je pourrais le faire là-dedans et là-dedans. Et il y a toujours des domaines qui sont trop compliqués. La troisième personne avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, c'est une personne qui avait été victime d'abus. Prenez le vaccin. Non, on est d'accord, qu'on soit d'accord tout de suite, cette personne n'a absolument aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. En revanche, d'une certaine manière, elle a une responsabilité dans le fait que cet événement dramatique ait un impact dans sa vie. Et ça n'est qu'à partir du moment où elle a pu concevoir cet épisode-là qu'on a pu le travailler, l'apaiser et maintenant le mettre derrière elle. Aussi, le secret afin d'obtenir davantage de ce que vous voulez et moins de ce que vous ne voulez pas, prenez vos responsabilités. Je vous accorde que c'est pas trop dans les mœurs actuelles. Oui, bon, peut-être qu'il a tué 8 personnes, mais il est tombé des échelles quand il était petit. Il dit quelque chose. Bref. Alors, une autre notion que je souhaiterais vous présenter. Nous avons un conscient, un inconscient, jusque-là je ne vous apprends rien. Alors, notre conscient, c'est utile, hein, d'après la philosophie, c'est cette connaissance de notre propre pensée, et c'est ce qui nous différencierait des animaux. C'est ce qui nous permet d'avoir des réflexions très profondes. C'est très bien, hein. Le problème, c'est que c'est très limité. En effet, on accorde à la conscience, durant une seconde, 7 plus ou moins 2 blocs d'informations. Alors comment sommes-nous arrivés à ce calcul? Alors c'est l'œuvre de John Miller qui a donné à l'inconscient environ 132 bits d'informations par seconde. Il a seulement été assez vague sur ce qu'était un bit d'information. Du coup, avec le temps, cette notion s'est simplifiée pour parler de 7 plus ou moins 2 blocs d'informations. Alors, qu'est-ce qu'un bloc d'information? C'est par exemple
bougez pas. Bougez pas. C'est une action qui consiste à étendre le muscle, à éventuellement sécréter éventuellement, oui, sécréter de l'adrénaline pour éviter d'avoir des douleurs aux articulations, pour étendre le muscle, étendre le bras, les tendons. C'est un bloc d'information. Le fait de marcher est un bloc d'information, le fait de conduire est un bloc d'information. Et consciemment, nous pouvons utiliser 7 plus ou moins 2 blocs d'information à la seconde. Pourquoi le plus ou moins 2 ? Car lorsque vous réveillez le matin et que vous cherchez désespérément le café, vous atterrissez dans la salle de bain, vous êtes plus proche de ça. Lorsqu'au contraire, vous vous réveillez après une bonne nuit de sommeil et que vous êtes prêt à conquérir le monde, vous êtes déjà plus proche de 9. Aussi, notre inconscient, à la même seconde, entrait plus d'1 million. Nos souvenirs, les formes, notre énergie, notre respiration, nos mémoires, nos émotions, tout ceci est géré par notre inconscient. Alors, c'est dans ce cadre-là que consiste notre travail, nous sommes les guides de l'inconscient. Nous cherchons à simplement aider nos patients à reconnecter avec les ressources présentes dans leur inconscient qui leur permettent de résoudre leurs problèmes. Peut-il exister un problème sans solution ? Exactement. Peut-il exister l'obscurité sans la clarté ? Peut-il un problème, par définition, a une solution, sinon ça ne serait pas un problème. Milton Erickson nous disait « Mes patients sont mes patients car ils ont perdu ce contact avec leur inconscient. » Aussi, comme vous pouvez le voir, nous avons un conscient et un inconscient et une ligne rouge qui les sépare. Alors, dans notre jargon, on appelle ça la faculté critique. Qu'est-ce que la faculté critique ? C'est cette infime volonté, au fond de nous, de distinguer la réalité de la fiction. Si j'étais amené à vous dire, le week-end dernier, j'étais au goûter du petit Louis, on a passé un bon moment jusqu'à que les girafes débarquent, et puis là, la soirée s'est mal terminée. La plupart d'entre vous ont tiqué sur vos girafes, en disant, quel type de soirée a-t-il assisté ? Et c'est normal, c'est votre faculté critique qui vous dit, attendez, là, c'est pas crédible. Alors, la faculté critique, c'est très bien, ça nous permet de filtrer un petit peu les informations avant qu'elles partent dans l'inconscient. Le seul problème, le vrai problème, c'est lorsque la faculté critique commence à prendre en considération, à conserver certains faits qu'elle juge comme irréels. Certaines personnes qui vont penser que l'amour n'existe pas, qu'elles ne sont pas assez bien, qu'elles ne réussissent rien, que... Je pense que vous pouvez continuer ce genre d'exemple. Au final, à chaque fois qu'une situation va leur présenter les informations contraires, leur faculté critique va leur dire non, c'est pas possible, oublie. Aussi, notre travail, c'est de contourner, d'endormir, de guider les personnes vers leur inconscient afin de dépasser cette limite-là. Alors, guide de l'inconscient, c'est assez pompeux, je vous l'accorde. Comment procédons-nous ? Si je vous dis comment va votre main droite, eh bien, sûrement que vous savez cette information maintenant dans votre conscient. C'est une information qui était présente dans votre inconscient jusqu'alors. Le simple fait que j'évoque cette information par ma question fait passer cette information de l'inconscient au conscient. C'est pas plus sorcier que ça. Évidemment, certaines techniques poussent un petit peu le détournement de la faculté critique plus loin, et l'hypnose n'est que le fait de retirer temporairement la faculté critique afin de merger le conscient et l'inconscient. Lorsque quelqu'un est dans une forme de transe profonde, au final, son point d'entrée conduit directement à l'inconscient. Okay. Alors, j'aimerais vous parler, ou survoler un petit peu les différentes parties qui composent la programmation neuro-linguistique. Alors tout d'abord, le terme neuronal,
C'est un terme un petit peu savant qui peut refroidir plus d'une personne, vous sembler un petit peu compliqué. Rassurez-vous tout de suite, quand on nous par neuro, c'est une notion pas très complexe. Nous avons 5 sens. Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue. Jusque-là, pas de souci. Alors, la façon dont nos sens fonctionnent, c'est lorsque nous appliquons un stimuli à l'un de nos sens, par exemple le toucher. Alors là, par exemple, je sens que le mur est légèrement moite, ce qui m'inquiète légèrement. Ouais, le mur est un peu moite, il est recouvert de... On s'en fiche un petit peu. Donc le mur, mon sens du toucher le communique, ça n'est pas main qui a l'information, mais bien mon esprit. L'information prise par mon sens est codée électriquement et emmenée jusqu'à mon cerveau qui, lui, m'indique que le mur est solide, qu'il est lisse, qu'il est poisseux, pour des raisons qui m'échappent. Donc notre sens envoie une information électrique au cerveau et cette notion-là, nous l'appelons représentation interne. Alors, à quoi servent les représentations internes? Eh bien déjà, une chose importante, nous utilisons tous nos sens de manière plus ou moins intense. Nous avons tous une manière différente d'utiliser nos sens. Certains vont être beaucoup plus visuels et vont avoir besoin d'actions assez rapides. Ils vont parler extrêmement rapidement. Ils vont être facilement distraits par le moindre mouvement. D'autres personnes vont être plus auditives, faire extrêmement attention au son, vont être assez réceptives, souvent avec une respiration au milieu des poumons. Ce sont des personnes qui ont besoin de calme, qui peuvent être aussi distraites par des sons extérieurs. Et enfin, nous avons des personnes qui sont plus dans le sentiment ou dans la réflexion. Vous remarquerez que j'ai laissé de côté volontairement le goût et l'odorat, car nous partons du principe que ce sont des sens ayant une représentation interne secondaire. Le goût, 60% d'odorat. L'odorat, c'est un ancrage très fort. Une odeur vous rappelle votre été débutant, l'odeur de la tarte aux pommes de mamie dans vos 8 ans. C'est associé à un souvenir, c'est un ancrage très profond. Cependant, lorsque vous ressentez cette odeur, vous allez l'associer à une image, à une personne, à une sensation, et c'est pour ça que l'on considère qu'elle est secondaire. Aussi, nous rajoutons la réflexion, ce que nous appelons de l'auditif digital, c'est notre capacité à parler avec notre petite voix interne. C'est au final notre réflexion. Alors, les représentations internes sont importantes déjà dans le cadre de la communication et du manque de communication. Un exemple classique, c'est par exemple, nous autres les hommes, nous ne sommes pas toujours très au fait de nos sentiments. Aussi, lorsque nous avons une question de la part de notre tendre moitié, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Là, tout de suite, c'est très loin de notre modèle du monde. Là, tout de suite, on est là, je sais pas. Demandez à cette personne. Alors qu'un simple, comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu me vois? Peut encourager quelqu'un à répondre beaucoup plus naturellement. Et pourtant, ça a la même signification. L'information que l'on cherche à recouvrir est la même. Les représentations internes sont aussi importantes et utiles, car si nous les utilisons pour construire un petit peu notre réalité, à travers nos sens, nous les utilisons aussi pour construire, par exemple, nos goûts. Bonjour. Je suis prêt à parier, quelques personnes dans la salle aiment un petit peu de chocolat. Oui. Il se trouve que le fait d'aimer le chocolat, vous allez avoir une représentation interne très particulière, vous allez peut-être l'imaginer juste en face de vous, de manière très colorée, savoureuse. Eh bien, nous pouvons, en programmation neurolinguistique, modifier cette représentation interne pour lui donner la même image que pourrait avoir quelque chose d'assez proche d'éjection canine, par exemple. Au niveau de la texture, alors pas au goût.
ne suis pas amusé à tester, mais au niveau de la texture, au niveau de la forme, au niveau de la couleur, il serait assez proche et nous pouvons prendre les subtilités qui composent cette représentation interne pour les rendre similaires à cette déjection canine. Ceci dans un but, par exemple, de personnes qui ont tendance à grignoter un petit peu et qui souhaitent arrêter. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Aussi. D'accord. Donc un gros morceau de la programmation neurolinguistique, c'est évidemment la partie linguistique. Et par linguistique, nous entendons toute forme de communication. Alors, lorsqu'on parle de communication, vous m'avez précisé le fait d'écouter. D'écouter les mots. Les mots, au final, dans notre communication, ne sont que 7%. 55% proviennent de la physiologie, de l'expression de votre corps, de la façon dont il se mouvoit. 38% proviennent de la qualité de voix, seulement 7% de la langue. Aussi, si vous êtes réceptif à la physiologie de quelqu'un, si la qualité de sa voix vous porte, alors vous ferez attention à ces mots. Alors, qu'entendons, je vais commencer par la qualité de voix, qu'entendons par qualité de voix? Le tempo, la vitesse, le rythme, l'intonation. Est-ce que vous avez compris? Une qualité de voix. Si j'étais à vous dire, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? L'intonation que j'utilise à la fin de ma phrase traduit 3 aspects différents. Une affirmation, est-ce que vous avez compris? Une question, est-ce que vous avez compris? Et est-ce que vous avez compris? Un ordre, un commandement. Elle peut se ressentir aussi simplement dans le... Si je vous dis, est-ce que vous avez compris? C'est toujours les mêmes mots, et pourtant je traduis un malaise assez important. Si je vous dis, est-ce que vous avez compris? Moi, je vous traduis autre chose. Est-ce que vous avez compris? Encore une autre émotion, simplement par la qualité de voix et l'intonation. Alors, lorsqu'on parle de physiologie, il y a un certain nombre de paramètres importants à prendre en considération, et beaucoup de la programmation neurolinguistique vise à l'étude attentive de la physiologie d'autrui. Alors, l'aspect le plus connu est souvent celui-ci. L'étude du mouvement oculaire, c'est quelque chose qui est extrêmement romancé, c'est quelque chose qui de temps en temps enseigné dans les formations d'entreprise, et c'est quelque chose qui est souvent le plus connu, souvent le plus méconnu d'ailleurs, à travers des séries telles que The Mentalist ou Lie to Me. Quand il a bougé ses yeux sur la gauche, ça veut sûrement dire qu'il a enterré le corps dans le jardin avec une truelle que l'on peut trouver dans la piscine. Ça ne marche pas comme ça, je suis désolé de vous le dire. C'est beaucoup plus subtil que ça. Au final, pour rendre justice à le fonctionnement, il faudrait un petit peu plus de temps qu'1 heure pour vous en parler. Pour faire simple, déjà, tout le monde n'a pas la construction visuelle ou les sentiments, tout le monde n'est pas aligné de la même manière. Il y a 10% des gauchers qui sont inversés. C'est très rare, il faut toujours le tester. Deuxièmement, c'est au final le mouvement oculaire, à quoi cela correspond. Le mouvement oculaire, au final, il nous aide simplement à définir comment une personne construit ses pensées. Si quelqu'un vous parle de manière assez continue et assez naturelle, au final, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà ouvert sa boîte. Par exemple, si je devais vous parler de compote de pommes, alors je pourrais vous parler de mes connaissances de la compote de pommes, de la fabrication de compote de pommes, éventuellement du marketing de la compote de pommes, parce que j'ai décidé de parler de compote de pommes, et du coup cette information est venue de mon inconscient au conscient, et je vous vide tout ce que j'ai dans mon fichier compote de pommes. En revanche, si quelqu'un vous pose une question à laquelle vous n'êtes pas préparé, à ce moment-là, vous allez chercher la réponse au fond de votre inconscient. Votre mouvement va bouger, alors
vous allez peut-être essayer de vous souvenir d'un souvenir visuel. Si je vous demandais de quelle couleur était votre pull favori à 8 ans, vous allez d'abord essayer de vous souvenir visuellement de ce pull. Si au contraire vous allez interroger plus vos sentiments ou votre pensée, votre mouvement oculaire va le traduire. C'est la manière dont nous ramenons des informations de notre inconscient à notre conscient. Et un grand classique, c'est de prendre le mouvement oculaire comme en étudiant le mouvement oculaire de quelqu'un, vous pouvez savoir quand il ment. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Vous pouvez étudier la séquence de pensée du mensonge de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas le faire encore un premier coup d'œil. C'est souvent lorsque vous allez pouvoir étudier une répétition dans une séquence de pensée de quelqu'un, lorsque vous avez pu identifier quels sont les facteurs qu'elle utilise. Effectivement, vous allez toujours utiliser la même, mais par exemple, la question phare pour pouvoir identifier une séquence de pensée va être: comment savez-vous qu'il est l'heure de mentir? Il y a peu de chances que la personne réponde de manière honnête à cette question. C'est ce que je veux dire. Très bien. Donc, le mouvement oculaire, pour lui rendre justice, il me faudrait beaucoup plus de temps. Sachez simplement à quoi il sert et qu'est-ce que c'est concrètement, et aussi que ça n'est pas la version romancée qu'on vous présente dans la première série ou le premier film. Et enfin, j'aimerais vous parler de la linguistique et notamment de cet aspect qui est la hiérarchie des idées et qui est au final un procédé qui vous encourage à avoir le plus de flexibilité mentale. Alors qu'est-ce qu'on entend par flexibilité mentale? Simplement notre capacité à monter dans l'abstrait et à descendre dans la spécificité. Vous allez me dire à quoi ça sert? Une bonne question. Si je vous demande qu'est-ce que c'est que ceci ou ceci? Un micro, merci. Un micro, c'est une description qui serait à peu près au milieu. Vous avez quelques détails sur l'objet en question, vous avez quelques détails quant à son utilité, quant à sa fonction. Maintenant, si j'étais amené à vous dire, alors c'est effectivement un microphone, alors de marque Toshiba, manufacturé en 1983 et relié directement à un système archaïque. Vous aurez ici une description extrêmement spécifique, et la spécificité va nous permettre de questionner, de recouvrer les informations qui ont été supprimées à travers simplement nos filtres, la façon dont nous organisons nos souvenirs et nos pensées. Je vous parlais de Virginia Satir. C'est quelqu'un qui obtenait des résultats fantastiques en rentrant dans la spécificité. C'était une thérapeute familiale, et lorsqu'elle recevait un couple qui arrivait en disant « Il n'arrête pas de me blesser !» Comment vous blesse-t-il spécifiquement? « Ah, il ne fait jamais attention à moi, même quand je fais des efforts. » Tous ces éléments-là nous permettent d'avoir beaucoup plus d'informations et de nous permettent aussi de savoir ce sur quoi nous pouvons calibrer. Je vous prends un exemple. J'ai travaillé avec un jeune préadulte, il avait 17 ans, et qui rencontrait des difficultés afin de trouver un travail. Et lorsque je lui ai demandé, d'après toi, qu'est-ce qui ferait que c'est aussi compliqué? Sa réponse a été, il n'y a pas de boulot ici. Pas de boulot ici, c'est assez compliqué, c'est assez vague, c'est assez abstrait. Aussi, en rentrant dans les spécificités, alors, il n'y a pas de travail avec une formation en informatique dans Bolton, qui était la petite région d'Angleterre où il était, pour des personnes sans expérience. Au final, toute cette notion-là était beaucoup plus fournie, et c'est sur l'un des facteurs. Alors peut-être fallait-il changer de vie, peut-être fallait-il prendre une autre spécialité, peut-être éventuellement il fallait se réorienter dans autre chose, mais nous avions là de quoi modifier quelque chose pour justement résoudre son problème.
En revanche, celui qui va nous intéresser davantage, c'est le fait de monter dans l'abstrait. Alors, quel est l'intérêt de parler de manière vague et abstraite? Simplement, c'est un certain jeu sur une prérogative de notre inconscient. Notre inconscient a cette fâcheuse tendance à prendre absolument tout pour lui. Lorsque vous roulez sur la route et que vous voyez un panneau de signalisation, il y a marqué stop, il n'a pas été mis ici pour vous. Pourtant, vous savez qu'il faut vous arrêter. Vous êtes dans le métro et vous voyez à 2 rames de vous quelqu'un qui va faire appel à votre générosité. Vous allez consulter ce que vous avez dans votre poche, vous allez vous intéresser, vous allez vous demander si vous voulez contribuer ou non. Dans tous les cas, il ne s'adresse pas à vous, mais vous allez quand même vous poser la question. C'est votre inconscient qui prend cela pour lui. Du coup, l'intérêt de parler vague, eh bien, il se traduit tout d'abord par l'hypnose. Et si j'étais amené à vous dire que, alors que nous sommes tous ici, à Sainte-Foy-l'Argentière, que vous êtes assis sur vos chaises, vous pouvez apprécier le confort du dossier sur votre chaise, peut-être croiserez-vous les jambes, peut-être les garderez-vous au sol. Aussi, à chaque inspiration que vous prenez, détendez-vous, relaxez-vous et connectez avec toutes les belles ressources présentes en vous. Encore, je ne m'adresse à personne en particulier. En revanche, chacun d'entre vous va prendre cette phrase pour lui. Se demander, ah oui, c'est vrai qu'on est à Sainte-Foy-l'Argentière, c'est vrai que le dossier est confortable, c'est vrai que j'ai des belles ressources en moi. Un autre intérêt, et c'est souvent, je pense que vous allez vite le comprendre, si je suis amené à vous dire, je trouve ça révoltant qu'en 2017, les Français et les Françaises ne se sentent pas en sécurité chez eux. Alors, évidemment, il s'agit du langage politique. Soyons d'accord, je ne suis pas là pour faire de politique, je suis là simplement pour vous parler de ce concept, de cette méthode. Le fait de parler abstrait, c'est pour toucher le maximum de personnes possible, car chacun y mettra une signification. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un débat politique, un discours politique, et d'être là, et concrètement, qu'est-ce qu'il veut? Puis vous vous tournez vers votre camarade qui a, ah oui, il a tout compris. C'est simplement que lui a trouvé une signification à travers le discours vague qu'il a reçu. Aussi, si on prenait cette phrase, bon, je trouve ça révoltant. Mis à part un sentiment d'urgence, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Les Français et les Français, c'est vous et moi. Voilà, les Russes et le reste de la planète, ils ne sont pas concernés par des discours. En 2017, on vous indique juste que c'est présentement, ne se sentent pas en sécurité. Et là, c'est intéressant. Sécurité, c'est un concept, c'est quelque chose d'abstrait. Dans le contexte actuel, on va tous penser au terrorisme. En revanche, suivant de là où vous habitez et l'environnement que vous avez, peut-être certains d'entre vous vont penser à la criminalité. Et dans le terme sécurité, terrorisme, criminalité, je peux vous garantir que les 4 personnes en France qui sont prêtes et qui sont armées, qui sont préparées à contrer l'invasion imminente des marmottes, se sentent concernés par ce terme sécurité. Et enfin, le fameux chez eux. Chez nous où? Dans la galaxie, dans l'univers, dans le monde, dans la France, dans la région, chez nous, dans notre maison, dans la mienne ou dans la vôtre? Dans ma salle de bain? Vous sentez en sécurité dans la salle de bain? C'est pas grave. Dans tous les cas, si vous prenez le temps d'analyser tous les slogans politiques, tous les discours politiques, vous retrouverez toujours la même chose. Souvenez-vous du slogan d'Obama, « Yes, we can !» Oui, nous pouvons! Oui, nous pouvons élire pour la première fois un président afro-américain. Oui, nous pouvons rendre à l'Amérique sa grandeur. Oui, nous pouvons faire du cassoulet. Il ne précise pas, oui, nous pouvons. Est-ce que quelqu'un va venir me voir et me dire, ah, moi je peux pas, j'ai piscine mercredi? Ça n'a pas de sens. Alors,
je peux vous en faire un autre si vous voulez. Un qui est intéressant parce qu'il rapproche autant qu'il divise. La France aux Français. Alors, pour le Français, qui est né sur le sol, qui est issu de 42 générations de Français, il peut être réceptif à ce discours, dire oui, la France aux Français, nous les Français, pas comme les autres. Celui qui est né sur le territoire français, de parents étrangers, qui a le droit du sol, peut se dire librement, oui c'est vrai, la France aux Français, pas comme à nous, pas comme aux autres. Et celui qui est arrivé ici, qui travaille depuis 20 ans, qui a sa nationalité, qui contribue au pays, peut se dire librement, oui c'est vrai, la France aux Français, à nous, pas comme aux autres, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, jusqu'au plus clandestin des personnes qui arrivaient par un tunnel, pour ses proches, rester du pays où il vient, il aura aussi cette notion de français et peut se dire, c'est vrai, la France aux Français, enfin, peut-être à moi aussi. Dans tous les cas, le discours politique se veut vague volontairement pour toucher le plus de personnes possible. Vous n'allez jamais entendre une motion du Sénat visant simplement les personnes de 35 ans s'appelant Christophe et vivant à côté d'un tabac en Poitou-Charentes. Nous cherchons à toucher le maximum de masse et nous cherchons surtout à contredire le moins de personnes. Très bien. On va avancer un peu. Alors, l'aspect de programmation. J'ai évoqué ce qui était une séquence de pensée. Une séquence de pensée, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une stratégie. Alors comment naissent les stratégies? C'est simplement lorsque vous commencez une action, pour la première fois, vous effectuez une tâche pour la première fois, que ce soit la première fois que vous avez eu un smartphone, ça vous paraissait particulièrement compliqué, la première fois que vous avez appris à conduire, la première fois même que vous avez marché, vous vous rendez compte que vous avez utilisé un certain nombre d'étapes qui n'étaient pas supplémentaires. Peut-être était-ce l'appui sur vos jambes qui n'était pas stable, peut-être était-ce simplement que vous n'évaluiez pas à sa juste valeur chaque étape. Aussi avec le temps et surtout de la répétition, vous avez développé des séquences de pensée, des stratégies qui s'affinent, qui au final sont très simples. Et nous sommes tous programmés à quelque chose. Alors par exemple, si je m'approche un peu et que je sors du cadre, si je m'approche de ce mur, je peux sentir que la voie est obstruée, que ce n'est pas forcément une bonne idée de continuer dans cette direction. Et ceci, c'est le fruit d'années et d'années d'efforts à me lancer contre les murs pour savoir qu'en fait, c'est pas une bonne idée. Nous avons des programmations, je l'ai mentionné, pour marcher. Nous avons aussi des programmations pour vivre tous en société. Le plus simple étant bien sûr, lorsque vous voyez un feu vert, un feu de signalétique, lorsque c'est vert, vous passez, lorsque c'est rouge, vous arrêtez. Vous n'avez pas, ce n'est pas un procédé conscient, à chaque fois que vous arrivez à un feu signalétique, vous vous demandez, alors qu'est-ce qu'on fait, tu passes, je passe, c'est devenu un code, c'est devenu une programmation. Maintenant, je vais essayer de faire ça avec mon joli timbre de voix. Si je suis amené à vous dire, à quoi pensez-vous? C'est peut-être ma voix. Certaines personnes vont dire McDonald's. Si je vous dis, et la marmotte, elle met le chocolat? Merci. Tu pousses le bouchon trop loin? À votre avis, on est programmé à quoi? J'ai pas dit. Bon. Très bien. Il y a une chose qui est assez... Alors oui, c'est bien beau d'avoir des séquences de pensée, c'est bien beau qu'elles soient dans l'inconscient. Aussi, qu'est-ce qu'on est amené à en faire, nous? On est amené à modifier une séquence de pensée qui ne fonctionne pas, nous n'obtenons pas le résultat souhaité. Et je vous ai pris un exemple d'un travail que j'ai effectué avec un petit garçon, 7 ans et demi, qui avait phobie terrible des chiens. Alors en discutant un petit peu avec lui, je lui ai demandé comment ça se passe, comment est-ce que tu sais que c'est le moment d'avoir peur du chien? Il me racontait que c'est venu d'une fois où
La dernière fois, il était au parc, et il a vu un chien. À ce moment-là, il s'est dit « Oh mon Dieu, il va me mordre ». Et là, il s'est imaginé le chien lui sauter dessus, et du coup, il a eu peur. Alors, comment on procède à une reprogrammation, entre guillemets? Le chien, il va toujours le voir. Pas de souci là-dessus. Maintenant, au moment de sa réflexion, ce que je lui disais, alors, tu sais, les chiens ne s'intéressent pas spécialement à la mort des petits garçons. Tu sais ce qui les intéresse le plus au monde? Renifler derrière d'autres chiens. Le petit garçon s'est mis à rire, et simplement, alors, mis à part pour la blague, simplement ce que j'ai effectué ici, c'est de changer, de créer une interruption dans sa séquence de pensée. Il avait l'habitude de, ok, voit un chien, il sait qu'il peut le mordre, du coup il s'imagine de se faire mordre et du coup il a peur. Et le simple fait de créer une interruption dans sa séquence de pensée, eh bien, c'est ce qui m'a permis de lui emmener la suggestion suivante. Aussi, la prochaine fois que tu verras un chien, n'oublie pas qu'il s'intéresse avant tout de renifler derrière d'autres chiens. Tu prends une grande inspiration et tu te détends. Pourquoi le rire? Tout simplement, il faut le savoir, c'est dans les états émotionnels que nous sommes le plus suggestifs. Ce n'est pas pour rien qu'on vous montre des enfants malades au moment de vous demander, au moment de faire appel à votre générosité. Ce n'est pas pour rien qu'on vous fait rire et que ces slogans publicitaires nous restent en tête à ce point. C'est lorsque vous êtes dans un état émotionnel que vous êtes le plus suggestif. Aussi, l'encourager à partir du moment où il était suggestif, j'ai pu lui apporter simplement une autre indication, comment modifier sa séquence de pensée. Et apparemment, sa famille a pris un chat, s'en rapproche, mais depuis, plutôt tranquille. Très bien. Abracadabra. Pourquoi abracadabra? Tout d'abord, est-ce que quelqu'un sait ce que signifie abracadabra? C'est certes la formule magique, un petit peu universelle, mais ce mot vient de l'hébreu et signifie par la parole je crée. Et je trouve que c'est une notion intéressante en particulier parce que j'ai l'habitude aussi d'avoir des personnes en session thérapeutique qui attendent une formule magique d'entrée de jeu. J'ai tel problème, dites-moi quelque chose qui me permettrait de tout résoudre. Et c'est quelque chose qui me dérange à titre personnel, parce que moi je peux vous apporter des formules, je peux vous les enseigner, je peux vous les expliquer, mais elles ne resteront que formules si chacun d'entre vous n'y met pas la magie derrière. Aussi, l'intérêt de la programmation neurolinguistique, les plus pragmatiques d'entre nous pour le comprendre, plus vous connaissez votre mécanique, plus vous connaissez la mécanique d'un outil, plus vous pouvez l'utiliser de manière fonctionnelle. C'est aussi vrai avec votre esprit. Et pour les personnes qui recherchent une formule magique afin d'être une meilleure version d'eux-mêmes, n'oubliez pas une chose, c'est que peu importe votre domaine, peu importe vos qualités, peu importe vos centres d'intérêt et peu importe vos forces, il y aura toujours quelqu'un pour vous surpasser. Vous ne serez jamais le meilleur dans un domaine, excepté un seul. Être vous-même. Personne d'autre au monde ne peut être une meilleure version de vous-même que vous-même. C'est aussi dommage de se priver de son domaine d'excellence. Alors, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir participé à cette conférence, parce que c'est la première que je donne dans ma langue natale, et ça fait plaisir de l'avoir partagée avec vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça serait peut-être plus intéressant d'un point de vue commercial de vous vendre la programmation neurolinguistique comme la solution miracle à tous les problèmes. Mais je suis en train de faire l'apologie d'être la meilleure version de soi-même. Et la meilleure version de moi-même, honorer l'éthique
enseigné par ma discipline, vous dire la chose suivante. La manière dont vous vous posez des questions importe peu. Que ce soit la programmation neurolinguistique, que ce soit la psychologie traditionnelle, que ce soit la sophrologie, que ce soit la méditation, que ce soit le feng shui, que ce soit... Peu importe, vous avez sur ce salon 46 autres disciplines qui vous encouragent à repenser un petit peu différents aspects de votre vie, à augmenter peut-être votre bien-être environnemental, votre bien-être au niveau de votre alimentation, votre façon de penser, votre façon de méditer. L'important, c'est de trouver celle qui vous parle. La programmation neurolinguistique, c'est celle qui m'a parlé, et de ce fait, je la recommanderais. L'important, c'est de se poser des questions, et la manière importe peu. Aussi, si vous avez des questions, j'ai survolé assez rapidement chaque catégorie, parce que je suis un peu limité en temps, et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.